vous avez des estimations au niveau global d'Aix-Marseille Université? Est-ce qu'il y a un pourcentage d'étudiants qui a du mal à accéder à distance? Alors, de la même manière, effectivement, on a fait une enquête sur tout AMU, hein, avec Oui, l'ensemble des. On a fait une enquête par mail, bien évidemment, mais ensuite par SMS, parce que c'était plus pratique pour trouver des étudiants. Finalement, on a eu peu de réponses, enfin, on a eu beaucoup de réponses, mais peu d'étudiants. On s'attendait à plus. Et on a quand même fourni jusqu'à 700 ordinateurs pour oui, les étudiants, 300 clés USB, 300 clés 5G pour qu'ils puissent se connecter. Mais sur les 80 000 étudiants d'AMU, c'est finalement pas grand monde. Alors voilà, on espère avoir. Alors on est passé par les associations étudiantes, on est passé par la VP, la vice-présidence étudiante. Voilà, on espère avoir touché le maximum de personnes. On pense que on a envoyé un SMS pour que les étudiants se signalent à 50 000 étudiants. Donc on a quand même vraiment réussi à toucher beaucoup de monde. Finalement, on a réussi à. Alors 700 ordinateurs qui ont été achetés pour les étudiants, 350 clés USB et puis des clés 4G plutôt. Donc voilà comment on a réussi à essayer et puis voilà, on est allé sur les campus aussi. Voilà comment on a essayé de faire le lien pour faire en sorte de réduire cette fracture numérique qui clairement, à mon avis, existe, hein, puisque ben, c'est pour ça qu'on a adapté aussi nos modalités de contrôle d'examen qui ont fait école sur toute la France. d'accord. Merci. Carmela, peut-être un mot, Carmela Calès de Madrid, sur cette fracture. Est-ce que chez vous aussi, vous constatez il peut y avoir des difficultés d'accès? Est-ce que vous la mesurez sur vos 30 000 étudiants en termes de chiffres? Alors, juste. Voilà, je ne pouvais pas mettre le son. On a eu, oui, bien sûr, on a fait aussi, enfin, à travers les facs et l'école d'ingénieurs, on a à peu près entre 5 et 10% Oui, des étudiants de bachelor, donc de licence. Enfin, moi, quand même, c'est pas tragique, mais je pense que c'est des chiffres importants. oui, 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 ça. Et voilà, et peut-être aussi ce qu'on voit avec ces crises, enfin, toujours en temps de crise, ben, on commence à voir des phénomènes qu'on voit pas, qu'on n'y pense même pas, parce que tout le monde est en classe. Enfin, quand on dit tout le monde, tous mes étudiants ont l'ordinateur et le smartphone, bon, tous, sauf 5 ou 10%. Oui, Et bien sûr aussi, il faut penser à ça. Bien sûr aussi effectivement aux opportunités chez soi pour trouver un coin tranquille pour vraiment être enfin étudier en forme. Donc bon, pour changer les modèles, il faut vraiment penser à tout ça. Mais je pense que bon, c'est vraiment une opportunité comme disaient mes collègues là, bah oui, bien sûr, il faut vraiment penser à- c'est une opportunité pour mettre en marche quelque chose qui était déjà là, et, mais en pensant aux profs et aux étudiants, parce que on n'est pas tous. Donc la majorité cache cette minorité qui peut être en danger, toujours. oui. Bon, je vais donner la parole à quelques questions maintenant ou réactions. N'hésitez pas à lever la main dans la fenêtre pour les participants ou envoyer un petit message. Est-ce que Pierre Bateau veut prendre la parole? On a évoqué son article, ça serait intéressant si Pierre Bateau, vous pouvez évoquer cette production que j'ai pu parcourir aussi. On vous écoute, Pierre, alors, si vous êtes d'accord, j'ouvre le micro. C'est intéressant. Alors, voilà, on vous entend là, je crois. Non. J'essaye.
Vous pouvez ouvrir votre… Voilà, là, Pierre Bateau. Ça marche là? Voilà, Ça marche? super. Oui, oui. Ouais. Bon, très bien. Et Non, non, je ne vais pas prendre du temps de parole. Il y a beaucoup de gens qui ont certainement parlé. Oui, c'est un papier qui a été dans un Rappelez travail juste qui collectif. vous êtes, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Pierre Vous êtes… Bateau, je suis professeur émérite à AMU, en poste à l'IAE, que j'ai dirigé il y a très longtemps. Voilà, donc j'ai une de mes successeuses qui est là. Je, simplement, c'est un papier qui est dans un truc collectif qu'on a fait avec quelques scientifiques, des politiques, des journalistes, Stéphane Pavli, etc. Et ça paraît aux éditions de Parole. Oui. Donc, ça a commencé à paraître. L'article, il est en anglais, certes, mais il est aussi en français. Il y a aussi la version française qui est donnée. Donc, c'est un papier de réflexion sur l'après-Covid, et en particulier sur les effets, non seulement du confinement, mais les effets de passage à un monde digital un tout petit peu plus avancé. Voilà. J'enverrai le lien à ceux qui le souhaitent, si vous voulez la voir. C'est une vieille histoire, parce qu'à l'IAE en 1990, alors qu'il n'y avait pas encore Internet, il y avait un réseau qui s'appelait BitNet. On avait commencé à monter avec des collègues à HEC, à l'INSEAD, London Business School et à New York, des systèmes de visioconférence comme ça pour faire de l'enseignement à distance. Ça marchait un peu comme ça. Donc et ça nous avait mené à penser que ceci révolutionnerait l'université. J'avais même à l'époque fait un papier situant la fin de l'université traditionnelle héritée d'Alexandrie, de la bibliothèque d'Alexandrie. Je l'avais situé à peu près entre 2020 et 2030. Vous voyez, on est à peu près là. Voilà. Donc, vous pensez la thèse… Je vous enverrai. Ouais. La thèse, c'est ça, c'est qu'on est sur une rupture majeure. Oui, absolument. Je la compare dans ce papier à la rupture de l'automobile. En 1903, si vous voulez, dans un catalogue américain qui ressemblait à la Redoute, il y avait 20 ou 30 pages sur les calèches. Et les gens rêvaient d'avoir des calèches. Et puis, 10 ans plus tard, si vous regardez les vieilles photos, il n'y a plus une seule calèche dans les rues de New York, dans les rues de Paris ou dans les rues de Chicago. Ça a été une véritable révolution. Et cette révolution, elle s'est étalée évidemment sur 20 à 30 années, mais elle a marqué le passage d'un siècle où on ne bougeait pas beaucoup à un siècle où on cherchait désespérément à bouger. Mais d'une certaine manière, notre siècle, c'est le siècle où on va chercher désespérément, dans certains cas, à ne pas bouger, ce que nous faisons en ce moment. Voilà. Mais on va chercher à être synchrone en tous les cas. À être synchrone, c'est ça, c'est la synchronisation essentiellement qui est évidemment le problème principal. Non pas le déplacement, mais la synchronisation. Très bien. Ben, écoutez, merci. On passera l'article à tous les participants. D'accord, je ferai passer le lien. Merci de votre témoignage. Je regarde la fenêtre de chat. Il y avait une question de Capucine Edou, qui aujourd'hui, je crois, dirige l'activité partenariat formation à CMA-CGM, qui posait une question sur le réseau Civis. Est-ce que le réseau Civis a développé des pratiques d'enseignement hybride un peu communes? Est-ce qu'il y a une sorte d'échange sur les bonnes pratiques où chacun aujourd'hui a sa propre politique, peut-être Carmela ou Éric Berton sur ce sujet? Est-ce qu'il y a un développement de synergie au total? Carmela, je vous en prie. Carmela, allez. Alors, attendez, on rétablit le son. Oui. Vous m'entendez maintenant? Oui, d'accord. Oui, eh ben oui, bien sûr, on a commencé, bien sûr, on a disons, abordé l'urgence de notre côté, mais très vite, on a commencé à travailler ensemble et vraiment, c'est sûr qu'on va travailler surtout pour développer cette notion que Capucine connaît très bien. D'ailleurs, bonjour Capucine, je te salue. Une belle connaissance de certains temps. Et elle connaît très bien aussi le projet Civis. Mais on va pouvoir développer, et je pense que très vite, alors que je pensais que ça allait faire… Enfin, ça allait être très difficile, mais maintenant, très vite, le blended mobility, donc non seulement l'enseignement hybride, mais la mobilité hybride. Et on a déjà des schémas, des projets très très vite
pour commencer, mais même l'année prochaine si possible, à faire, à combiner les enseignements hybrides avec la mobilité hybride. Et je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs qu'on va être en avance parce qu'on avait déjà travaillé vraiment sur ce sujet. Le prochain Erasmus contemple, disons, le blended mobility comme enfin pour financer spécifiquement des projets sur le blended mobility. Et je pense que Civis va être un exemple même pour ces pratiques. Merci. Non, il y a pas mal de questions. Monsieur Caubrière qui demande: les écoles ont-elles une réflexion sur les impacts du télétravail et du e-learning en matière de santé au travail pour les enseignants comme pour les étudiants? Exemple, répartition temps de travail, temps personnel, ergonomie, etc. Ça, peut-être Romain Lafont ou Virginie de Barnier, c'est important ces sujets, bien sûr. C'est bon le micro? Oui, oui, on vous entend. Excusez-moi. Oui, ça, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai sujet là-dessus. On s'est vite aperçu qu'on ne pouvait de toute façon pas reproduire à l'identique les formats des cours qu'on avait auparavant, qui étaient des formats de 2 heures de cours. Clairement, en termes d'attention, en termes de concentration derrière les écrans, on s'est vite aperçu qu'il va falloir complètement revoir cette notion de durée de cours et donc du coup de confort quelque part aussi pour suivre les cours. Donc dans la réflexion dont je parlais tout à l'heure sur la refonte pédagogique, on a inclus la durée des enseignements complètement parce qu'on s'est aperçu que les étudiants étaient beaucoup plus impliqués. Clairement, moi j'ai des retours d'enseignants qui me disent que voilà, les étudiants réagissent beaucoup plus. Par contre, voilà, ça ne dure pas 2 heures. Ça ne peut pas durer 2 heures. On avait déjà vu ça de toute façon en présentiel. C'était un sujet qu'on commençait à effleurer en présentiel. Mais la grosse différence entre le présentiel et le distanciel, c'est que les enseignants le disent aussi maintenant en distanciel. Alors qu'ils ne le disaient pas forcément au niveau du présentiel. Donc là, il y a une convergence, j'ai envie de dire, à la fois du corps enseignant et du corps étudiant, enfin, pour ce que nous, on a vécu à Polytech, en disant, voilà, il faut qu'on retravaille complètement la durée et le format de ces cours. D'accord. Moi, je peux peut-être rajouter, donc je rejoins tout à fait Romain, la remontée des professeurs et qu'il faut faire attention au temps parce que le temps d'attention ne peut pas être trop long. Mais également sur ce qu'on fait concernant, je dirais le lien homme-machine. Il y a une chaire de recherche à l'IAE qui a été montée entre l'IAE, ENSAM, l'École centrale Marseille, pour travailler là-dessus, sur le lien homme. Donc l'IAE travaille sur la partie plutôt humaine et les 2 écoles d'ingénieurs sur la partie homme et le stress que ça peut générer, etc. Donc ça, c'est une chaire qui a été créée il y a 2 ans et qui amène des travaux de recherche sur le sujet. D'accord, merci. Éric Berton, vous voulez ajouter un… Oui, simplement sur la question plus générale du télétravail et de l'impact du télétravail sur les personnels. Oui, avec Aix-Marseille Université et avec le CHSCT d'ailleurs, on va travailler sur les notions de télétravail, sur les notions d'ergonomie, de TMS. Bien évidemment, il va falloir mettre en place des solutions durables qui préservent à la fois les individus et on est bien conscient du besoin. On a fait un plan de reprise d'activité qui était concerté, qui a été voté. Et on va continuer. Parce que là, on n'était pas finalement en télétravail, on était en mode de travail à distance, en conditions d'urgence. Mais on va mettre véritablement en place un télétravail à Aix-Marseille Université qui prendra en compte tous les soucis que cela peut amener, aussi tous les bienfaits, puisque le télétravail, c'est avant tout une avancée sociale. Oui, merci. Une autre question qui concerne les enseignants. Quels seront les impacts d'un passage en enseignement à distance pour les enseignants sur l'évaluation de leur travail? Prenons un cas pratique, un professeur fait un cours vidéo une année pour une promotion d'étudiants. Que devient le cours? Comment sera comptabilisé le service de l'enseignant? C'est une question précise. De manière très classique, le cours est prévu, il est dans l'offre de formation d'Aix-Marseille Université.
le fait qu'il soit en téléenseignement n'a pas d'influence sur le nombre d'heures. Voilà, si on doit faire évoluer les pratiques, il faut évidemment qu'on soit cohérent avec notre manière d'attribuer ces cours, de les valoriser. Voilà, donc y a pas pour moi, ce n'est pas un sujet. Voilà. Il n'y a pas d'évolution du statut d'enseignant avec la mise en place de ces nouveaux types d'enseignement. S'il devait y avoir une évolution du statut, cette évolution serait nationale, mais Aix-Marseille Université a avant tout le souci de ses personnels. Donc, on ne va pas penser une université à deux vitesses, cours en présentiel, cours en virtuel. À partir du moment où l'enseignement est fait, on n'est pas dans une logique d'évaluation, on est dans une logique d'enseignement vers l'étudiant. Et ça, c'est le plus important. Très bien. Alors, une autre question de Gérard Stélin. Est-ce que les écoles ont mis en place des mesures particulières concernant les stages entreprises et leur validation? Virginie de Barnier, vous en parliez tout à l'heure des stages. Ils ont été annulés, validés? Alors, oui, je disais 20% ont été annulés, mais on a travaillé, j'ai même le chiffre. Aujourd'hui, on en a retrouvé 80 conventions de stage ont été signées depuis le 17 mars. Donc, vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un léger décalage. C'est-à-dire que les étudiants, normalement, partaient plutôt en avril, mars-avril, selon les programmes, hein, ça varie. Là, les étudiants vont partir en juin, voire juillet. Et d'ailleurs, l'année scolaire, hein, au niveau national, a été allongée jusqu'à fin décembre. Donc, ils vont faire juillet-décembre au lieu de faire mars. Et donc, il y a un décalage, mais c'est parce que les entreprises étaient dans une phase d'attente, donc elles ne pouvaient pas se prononcer. Certains grands groupes, hein, je pense par exemple à Airbus, qui a dit fin des stages à Airbus, ça a été pour toutes les écoles et quelles que soient les formations. Mais en fait, on se rend compte que la reprise d'activité se fait, et de ce fait, on a des entreprises qui nous appellent et qui voulaient commencer même très vite, avant même que notre président nous ait donné l'autorisation de renvoyer nos étudiants en stage, et en nous disant non, on a besoin de quelqu'un. Et ce qu'on fait aussi via AMU, hein, bien sûr, c'est qu'on s'assure que les conditions sanitaires sont réunies pour que l'étudiant n'ait aucun risque. Donc, on fait une lettre à l'étudiant envoyée par le vice-président formation d'AMU, et ils doivent nous signer une certification comme quoi la santé de l'étudiant est préservée. D'accord. Mais on voit des choses très intéressantes. Je pourrais citer un exemple. On a l'entreprise Hermès, que tout le monde connaît dans le luxe, qui insistait pour avoir une jeune fille. Et donc, on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle respecte les gestes barrières. Et la jeune fille qui va faire son stage était ravie et a téléphoné à la responsable des relations entreprises parce qu'elle avait reçu un petit coffret orange Hermès avec un petit masque Hermès, un gel Hermès et tout Hermès. Et elle était ravie d'avoir… Donc, vous voyez, les entreprises aussi ont beaucoup bougé. Hein, et l'agilité, elle est, je pense, au niveau national. D'accord. Je profite que vous avez la parole. Il y a une question de Nicolas Aubert là, qui demande quel soutien apporter aux enseignants à l'IAE pour la formation, l'accompagnement dans cette période charnière, justement, pour la rentrée. Je pense que c'est plutôt une question pour Éric Berton. C'est un soutien AMU qui va être donné. Ce n'est pas un soutien de l'IAE. C'est Éric. L'accompagnement. Je te passe la parole sur l'accompagnement des enseignants. Alors pour l'IAE comme pour les autres composantes, hein, on a cette construction collective de préparer une rentrée hybride et on va aider. Alors il y a un coût hein, évidemment à cette rentrée hybride qu'on est en train de chiffrer. On a demandé mais Nicolas lève le doigt, je ne sais pas si c'était à moi que ça s'adressait, mais en tout cas il y a un coût sur cette rentrée hybride. On a demandé des moyens supplémentaires au ministère et on va aussi mettre en place l'achat d'ordinateurs, la retransmission, l'achat de caméras pour retransmettre les cours en podcast. Voilà, c'est tout un plan que mène l'université, mais qui n'est pas spécialement dédié qu'à l'IAE, hein, qui est dédié à l'ensemble des composantes d'Aix-Marseille Université.
Et nous, pour répondre plus précisément à la question, à l'IAE, on a un enseignant qui est dédié en fait à l'enseignement en ligne. Et qui a d'ailleurs été, pendant la période de confinement, très active et avait déjà fait précédemment des formations, mais là, voilà, elle va voir son rôle accru. D'accord. Bon, très bien. Voilà, une personne ressource. Et on a une personne ressource aussi technique, mais ça, j'imagine que c'est dans toutes les composantes. Parfait. Merci. On va peut-être conclure. Une dernière question de Julie Rampal. Pourriez-vous donner des exemples sur la notion d'enseignement hybride? Comment cela peut se matérialiser concrètement? Est-ce que, je ne sais pas, sur un exemple, une matière ou un cours, comment vous imaginez la notion d'enseignement hybride à l'avenir? Il peut y avoir des cours qui soient en présentiel et en même temps retransmis, Oui. des TD et des TP qui soient faits via Skype ou via… voilà, donc c'est vraiment utiliser les nouvelles technologies sur… alors, on a aussi la possibilité de s'équiper de salles immersives dans laquelle on peut organiser de manière virtuelle, hein, dans ces systèmes de réalité virtuelle, des espaces de formation, ça se fait beaucoup, sur des TP, sur de la conception assistée par ordinateur. On est en train de s'équiper à Aix-Marseille Université de ces salles immersives hybrides qu'on voudrait mettre sur chaque campus, mais aussi, je tiens vraiment à le souligner, sur les sites délocalisés de la région, les sites délocalisés d'AMU, hein, à Arles, Digne, puisque ce sont des sites d'enseignement aussi importants. Je vois que Bernard Morel est parmi nous et qui connaît bien tous ces sites. Voilà, donc on a vraiment ce souci-là d'avoir ces salles immersives. Ce sont des dispositifs légers dans lesquels on est immergé et on peut faire cours de manière immergée et manipuler virtuellement des objets avec des systèmes de tracking. Voilà ce genre de choses qu'on pourrait imaginer. On est en train de s'équiper là-dessus. Merci. Romain Lafont, vous vouliez réagir à cette question? Oui, juste sur la notion d'hybridation au niveau de l'enseignement. Derrière, pour nous, école d'ingénieurs, ce qui est extrêmement important, mais comme pour toutes les formations, c'est cette notion de compétences. Et clairement, il y a des compétences qu'on va pouvoir faire en distanciel et d'autres compétences qu'on aura besoin concrètement, je dirais, en travaux pratiques. Donc, la réflexion, par exemple, qu'on mène, pour donner un exemple précis d'hybridation, c'est conserver peut-être quelques enseignements fondamentaux à distance, donc, et ensuite venir faire les travaux pratiques, voir l'application, voir l'acquisition des compétences en entreprise, là cette fois-ci en présentiel. Voilà, et c'est sous cette forme-là d'hybridation qu'on voit un enseignement qui pourrait être partagé à la fois entre distanciel et présentiel. Très bien. Et je peux me permettre une question, moi, justement, sur la vice-présidence, partenariat avec le monde économique que vous gérez. Est-ce qu'il y a là aussi des nouvelles opportunités ou des nouvelles pratiques à développer pour créer du lien avec le monde économique? Alors, la réponse est forcément oui. Hein. La réponse est forcément oui. Du lien, il y en a toujours à créer. Mais encore une fois, c'est avec une nouvelle approche. On a certainement là une réponse collective à fournir. En fait, voilà, je pensais un petit peu le citer en conclusion, mais c'est ça l'idée, c'est que quelque part, ce n'est pas l'université seule qui va répondre clairement tout seul à cette demande-là. Ce ne sont pas les entreprises seules qui vont y répondre. Par contre, c'est justement la collaboration entre les deux mondes, je dirais, entre les deux acteurs, qui doivent permettre d'amener des réponses. Et typiquement, les partenariats avec le monde socio-économique sont là pour ça. Un exemple concret, on réfléchit actuellement à mettre en place un fonds d'aide pour les étudiants qui permettrait d'accompagner nos étudiants qui n'ont pas pu justement finir leur stage, par exemple, donc qui sont un petit peu en rupture au sein de leur formation et parfois aussi en rupture financière, les mettre en relation avec des entreprises qui, elles, ont besoin pour la relance économique d'avoir peut-être du manpower, quelque part du soutien humain pour continuer à développer et relancer leur activité. On est en train d'essayer de mettre en place une plateforme pour faire le lien justement entre le besoin, ces deux besoins et les mettre en relation pour avancer. Ça fait partie des pistes. C'est aussi le rôle d'Aix-Marseille Université, de participer au plan de relance. Bravo pour cet engagement. On va passer à la conclusion. Pour le coup, Virginie Debarnier, le mot de la fin, ce serait quoi pour vous?
Alors, le mot de la fin, j'aime bien citer cet exemple, ça serait de faire référence au pictogramme chinois du mot crise. Vous le regarderez. Et le mot crise, en pictogramme chinois, signifie crise, mais il signifie aussi opportunité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette crise. Et je pense que ça va changer les choses, mais au final, on ira plus vite sur le téléenseignement et ça ira très bien parce que c'est une grande opportunité pour l'IAE, pour Polytech, pour Madrid et Civis et Aix-Marseille Université. Merci pour cette note positive. Une conclusion, Carmela Bourdet, à Calès Bourdet à Madrid. On vous écoute. Pour moi, 3 paroles, évolution, coopération et sororité. Je ne sais pas si c'est correct en français. Donc, entre universités. Alors, tout à fait. Voilà. Merci, on reste en contact pour le coup. Merci beaucoup. Eric, le mot de la fin. Romain, on va dire que vous avez fait votre conclusion avec le monde économique. Eric Berton. Non, simplement ravi d'avoir pu participer à ce débat. On a quelques anciens qui sont autour de cette table virtuelle et j'espère qu'ils reconnaissent leur université dans ce nouveau mandat et dans ce souci de faire le lien à la fois régional et européen pour le bien des personnels et des étudiants. Voilà, en tout cas, on essaie de garder l'esprit. Voilà. Merci. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. On était ravis d'organiser ce débat. Et puis, on s'associe avec AMU sur ce réseau Fenêtres sur le monde qui pour nous, est aussi un prolongement de cette crise et qui ouvre de nouvelles perspectives d'échange avec la planète, d'autres pays, d'autres pratiques, d'autres citoyens. Et donc, merci à Aix-Marseille aussi de ce soutien pour développer ce réseau international. Et on le fera au contact de Civis et au contact aussi des alumni d'Aix-Marseille Université. Voilà, à bientôt, dans 15 jours, pour un nouveau grand débat sur Gomet. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.